bienvenue aujourd'hui à Point d'intersection. On se retrouve à l'angle de la rue Cascade et Saint-Simon. On accueille Sophie Côté. Bonjour Sophie Côté. Bonjour. Bonjour. Qui est artiste verrière. Et Sophie, tu as choisi la Piazzetta. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi tu as choisi la Piazzetta? J'adore la Piazzetta. T'as-tu du sang italien ou non? Même pas. Non? Même pas, mais c'était des années. La Piazzetta, c'est mon petit point de référence ici au centre-ville. Je viens souvent. J'aime l'ambiance, le personnel. Il est super courtois. J'adore les propriétaires aussi, mais j'adore aussi ce qu'ils servent. C'est mon petit dada. Je viens souvent 1, 2, 3 fois, 4 fois par semaine. 4 fois par semaine? Presque, oui. Bon. Oui. Je suis quasiment chez moi ici. T'es-tu native d'ici? Moi, je suis native de Saint-Liboire. Je suis née à la campagne. Je suis née dans le 9e rang à Saint-Liboire, sur une ferme. Une ferme? Oui. Ah. Et dis-moi, t'es allée où à l'école? Au primaire, je suis allée à l'école Henri Bachand. Par la suite, au secondaire, nous, c'était à la Fadette qu'on allait pour secondaire 1 et 2. Et j'ai terminé mon secondaire à la Polyvalente et à Saint-Dolore. Et à Saint-Dolore. Y a-tu des professeurs, des gens au niveau scolaire, si on parle de ta jeunesse, qui t'ont influencé? Nous, à Saint-Liboire, à mon époque, il y avait encore des enseignantes qui étaient des religieuses. Il y avait Sœur Denise Labarre qui enseignait en 6e année, qui a été... comment je pourrais dire? Ça a été une enseignante que j'ai vraiment appréciée, que j'ai vraiment aimé. Ça a bien terminé mon année, en fait, mon petit côté là, du primaire, là, la fin de mon primaire. C'est quoi? Est-ce qu'elle dégageait quelque chose qui était ouvert, qui te permet d'être toi-même, ou c'est plus au niveau artistique qu'elle vous a enseigné des choses? C'était surtout dans sa personnalité, oui. Pour une religieuse, en fait, elle était vraiment très, très sociable, très ouverte, oui. Elle était aimée vraiment de tous. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a influencé dans ta jeunesse? Oui, par rapport à mon travail artistique, c'est ça, moi j'avoue, j'ai eu des parents qui étaient très créatifs, autant mon père que ma mère. En fond, je suis née d'une famille, je suis née dans un milieu, je dirais, défavorisé. Okay. Alors, mes parents étaient très débrouillards. Mon père, il faisait toutes les réparations. Dès qu'il y avait quelque chose, dans le fond, c'est mon père qui prenait en charge les projets. Et ma mère aussi avait un côté très, très... très créatif. Ma mère était couturière, mais était encore aujourd'hui artiste peintre. Je pense que je dépeins un petit peu d'eux. Puis oui, jeune, j'ai été très souvent malade. En fait, j'étais bronchite asthmatique. Alors, j'étais souvent hospitalisée. Et dans ce cadre, dans le fond, j'avais pas grand-chose à faire. J'étais dans mon petit lit avec la tente d'oxygène. Il y a peut-être des personnes de mon âge qui vont se rappeler de la tente d'oxygène. Donc, je passais mes journées dans mon petit lit à dessiner. Fait que oui, je pense que dessiner, c'était comme le moment où j'en ai fait le plus à cette époque-là. Est-ce que c'est ça qui t'a apporté à faire des vitrails, des vitraux? Des vitraux? En fait, moi, je dirais plus que c'est l'obligation d'aller à l'église. J'étais obligée d'accompagner ma mère tous les dimanches à l'église. Et j'étais surtout intéressée par, c'est ça, regarder l'architecture, regarder les vitraux. Je me perdais, dans le fond, dans les vitraux parce que c'était long. C'était 1 heure, hein? En tout cas, je trouvais ça long. Ouais. J'ai vécu ça. Oui, fait que j'écoutais pas tout ce qui se disait en avant. Fait que je regardais en l'air, puis c'est ça, j'admirais les vitraux. Oui. Et bien ici, à la Piazzetta, comme je peux voir, il y a des superbes vitraux, des belles roses. Oui. Donc, je suppose que ici, ça te rappelle ton enfance et tu peux te laisser tenter à lever le regard et... Bien, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est... En fait, moi, je connais ici le restaurant qui s'appelait Rose. Je le connais depuis longtemps, là, avant que ce soit la Piazzetta. Ça s'appelait Rose. Et j'avais une amie qui travaillait ici. Alors, des fois, je venais le visiter. Puis j'ai même eu un petit emploi ici. J'ai même été hôtesse à cette époque-là. On parle de... Il y a peut-être 20-25 ans de ça. Puis effectivement, j'aimais le décor qui était fait par M. McDermott, qui avait tout été conçu par M. McDermott. Et je faisais pas de vitraux à cette époque-là, mais déjà, ça me
Moi, je pourrais dire, ça me remplit de... Je sais pas, ça me nourrit, ça nourrit mes yeux. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe quand je regarde des vitraux. Moi, je suis photographe, puis j'ai des vitraux à la maison. J'adore parce que la lumière est très importante dans ma vie, dans la photo. Et j'adore quand la lumière traverse le matin à telle heure. Elle traverse mon vitrail et vient s'installer sur la petite craque de plancher. Et là, il y a mon chat qui, elle, court les rayons de lumière, qui vient s'étendre dans la petite craque de lumière de couleur rouge, bleu. Et c'est magnifique. J'aime qu'une fenêtre puisse nous offrir une exposition de lumière et artistique. Ça vient bien comme décorer, ça vient bien englober cette fenêtre. Enfin. J'aime dire que la lumière, justement, elle fait danser les couleurs. Hein? C'est vraiment la lumière là, tout dépend justement à quel moment de la journée on va être. Là. Il y a vraiment la lumière qui va entrer dans les vitraux, ça fait danser les couleurs. Vraiment, on les voit se déplacer, il y a un mouvement qui se fait effectivement. C'est très agréable. Oui. Ça a commencé où tout ça? Oui. ça a commencé où? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Le pourquoi, le comment? Oui. En fait, ça a commencé dans les années 2000. Je me questionnais. Dans ma carrière. Je cherchais quelque chose à faire d'autre que dans le milieu où j'étais. Je commençais à être malheureuse dans le milieu, dans le domaine dans lequel j'étais. Et à cette époque-là, mon copain est arrivé avec une petite boîte pleine de petits pots de peinture. Puis il me dit « Tiens, Sophie, il dit, j'ai vu ça chez des amis. » Puis il dit « Je me suis dit que tu aimerais ça, explorer ça. » Et il est tombé vraiment sur un médium que j'ai jamais lâché depuis. Et à cette époque-là aussi, à peu près dans la même période, j'avais ramassé plein de vieilles fenêtres qu'on avait laissées sur le bord de la route. Puis je me disais, hey, je peux pas laisser ça, ces belles vieilles fenêtres-là, toutes des belles fenêtres en bois. Alors j'ai rapporté ça chez moi, puis j'ai combiné les produits de peinture, qui étaient des produits de peinture PBO, vitrail. Et là, j'ai commencé à faire des créations pour moi, pour le plaisir, dans mes vieilles fenêtres. Alors, les vitraux de Sophie sont nés ainsi. Sont nés d'un chum incroyable. D'un chum qui a fait comme Sophie, ça, essaye ça. Libère-toi, là. Oui, puis de belles vieilles fenêtres que je pouvais pas laisser ça au vidange. Je me disais, ben non, ça va se ramasser dans les poubelles. Non, j'ai fait quoi de bois avec ça. T'habitais où dans ce temps-là? À Saint-Jude. Saint-Jude. Oui, les verres et vitraux de Sophie. En fait, ça s'appelait les vitraux de Sophie à l'époque. La naissance a été là en 2000 à Saint-Jude. C'est quoi les sujets qui ont commencé à apparaître dans tes vitraux? Oui, au tout début, c'était que des fleurs, surtout la marguerite. Je faisais des bouquets de marguerite. Je faisais beaucoup, c'était beaucoup les fleurs. Et ça, c'est aux alentours de 2000. En 2004, j'ai fait une première exposition et là, j'ai eu une commande spéciale. J'ai fait une exposition, c'était justement dans le cadre d'une activité au jardin Daniel A. Séguin. C'était une activité qui, dans le fond, regroupait des antiquaires. Alors, avec mes vieilles fenêtres, puis mes vitraux que je faisais dans les vieilles fenêtres, j'ai été invitée à participer. Et de là, j'ai eu une commande sur mesure. Ça a été ma première commande que j'ai eue, puis ça n'a jamais arrêté. Ça a continué. Oui, tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. Puis, il y a plusieurs techniques dans l'art du vitrail. Il y a le souder, peindre. Mais raconte-moi un peu, toi, comment tu fais. C'est quoi ta technique? Oui, il y a beaucoup de techniques, effectivement. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à la technique traditionnelle qu'on appelle Tiffany. Beaucoup connaissent aussi la baguette parce que c'est une technique qu'on retrouve beaucoup dans les églises. Mais il y a beaucoup d'autres techniques. Il y a la grisaille, justement, qui est une technique de peinture sur verre, mais c'est une technique qui demande de la cuisson. Moi, la technique que j'ai développée, celle dans laquelle je suis que j'ai le plus d'expérience, en fait, le plus de facilité à produire, à créer, c'est une émail. C'est une peinture émail, mais qui sèche à froid. Elle n'a pas besoin de cuisson. Donc, elle est beaucoup plus...
c'est beaucoup plus facile, ça demande beaucoup moins de temps à produire. La matière première est beaucoup moins dispendieuse et le résultat est vraiment comparable à du Tiffany, là. Okay. Les personnes qui créent du Tiffany, qui connaissent cette technique-là, quand ils voient mes créations, ils se questionnent à savoir si les autres appellent ça du vrai ou du faux. Moi, j'aime pas quand on dit que parce que c'est peint que ça devient du faux. Non, un vitrail, c'est un vitrail. C'est dans la technique, c'est dans les produits qui est utilisé qui fait la différence. Ça doit prendre de la place pour faire tout ça? Oui. Ça prend de la place? C'est un atelier? Oui, j'ai un bel atelier. C'est grand, je suppose, ou c'est... Quand même assez grand. Moi, je suis établie à Saint-Valery-de-Milton depuis bientôt 10 ans. Oui. Je suis à la campagne, parce que j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de grand air. Pour moi, c'est super important. Et bien oui, j'ai un garage. C'est mon garage. Oui, chanceuse. Et dans mon garage, là, j'ai à peu près le tiers là, qui est vraiment aménagé là, pour mon travail créatif. Quand tu crées, donc, tu as besoin de te retirer un peu en campagne. Oui. Mais comme je peux voir aussi, tu as un besoin de piazzetta et tu as besoin de communiquer, de socialiser aussi. Oui, effectivement. J'aime beaucoup. Je suis très sociable, en fait. J'aime tout le monde. Mais par contre, c'est ça, quand je suis chez moi, j'aime ça être dans ma petite tranquillité, dans mon atelier. Quand je suis chez moi, dans mon atelier, c'est rare même que j'ai de la musique ou que j'ai du bruit. J'ai besoin de ce petit moment-là. Sinon, c'est ça. Sinon, je suis souvent... j'ai beaucoup d'intérêt pour les sorties culturelles. Donc, je suis pas mal partagée entre la tranquillité de la maison, mais aussi les sorties là, dans la ville. Tu organises le marché de l'art à Saint-Hyacinthe dans une belle petite ruelle. Oui. Raconte-moi tout ça. Oui! En fait, l'idée, elle a germé dans mon esprit en 2008. Ça fait quand même longtemps. À l'époque, je restais à Saint-Jude et puis, je restais à la campagne et oui, je faisais des expositions, des salons un petit peu partout pour faire connaître mon travail parce que dans le fond, la clientèle, c'est dans les événements comme ça dans le fond, comment je pourrais dire, je rencontre de la clientèle justement pour des créations là, sur mesure. Et par contre, quand on est dans des régions plus rurales, la visibilité, elle n'est pas toujours évidente. Et à l'époque, c'est ça, en 2008, j'avais en tête de créer en fait, au début, c'était pas tant un événement, mais je voulais démarrer un café des arts ici à Saint-Hyacinthe. J'avais vraiment, mon projet était super intéressant. J'avais développé un concept qui était, en tout cas, qui était important, qui était intéressant. Et mon bailleur de fonds à l'époque, finalement, mon projet n'a pas eu lieu. Et 2 ans après, en 2010, j'étais sur le CA de Visiteur, qui était à l'époque un organisme qui créait des événements, des expositions, entre autres, pour faire connaître justement les artistes et les artisans. Pendant une des réunions, j'ai comme eu le petit déclic de créer justement une vitrine sur les arts et les artistes et les artisans. Un projet que j'ai présenté à l'époque, c'était Simon Cusson, qui était à la SDC, qui était directeur. Alors, je suis allée frapper à sa porte et j'ai parlé de mon idée d'installer des artistes et artisans, qu'on pourrait être une quinzaine, installés autour du marché public pour présenter nos œuvres, présenter nos créations, pouvoir vendre et en même temps, c'est ça, se faire connaître dans la région. Et Simon, à l'époque, avait salué l'idée. Et depuis, j'ai toujours eu justement le soutien, l'aide de la SDC pour mon événement. Et en fait, cette année, en 2019, c'était notre premier essai dans l'allée du marché. Ça faisait longtemps que ça me trottait dans l'esprit. On m'avait même demandé si je voulais faire cette activité-là dans l'allée, mais je ne voyais pas de façon la logistique pour bien rendre, en fond, l'activité. Oui. Mais là, tout s'est mis en place dernièrement, là, dans les dernières semaines, derniers mois. Et en quelques semaines, on a créé l'événement qui est maintenant dans l'allée du marché. Puis, s'il y a des artistes qui veulent faire partie de cette aventure-là, je pense que c'est tous les samedis. Oui. Puis, s'ils veulent avoir un kiosque, est-ce qu'ils doivent communiquer avec toi? Oui, c'est ça. En fait, c'est à tous les samedis de l'été, dans l'allée du marché, de 10h à 17h. Les participants, ils peuvent me contacter. Sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle le Marché de l'art de Saint-Hyacinthe, groupe fermé. C'est les membres qui font partie de mon groupe. En fait, il y a tout près de 350 membres, artistes et artisans. Et c'est dans ce groupe-là que
En fond, je publicise toutes les informations là, pour l'événement. Puis est-ce que les artistes changent à chaque semaine? Oui, bien en fait, j'y vais au gré des disponibilités. J'ai des artistes, artisans qui sont là tous les samedis. Pour eux, c'est vraiment leur vitrine, c'est vraiment leur lieu où ils diffusent, font la vente de leurs produits. Tandis que d'autres artisans qui peuvent venir une seule fois, ils peuvent venir faire l'expérience. Mais c'est ça, c'est pas toujours les mêmes exposants qui sont là tous les samedis. Donc, ça vaut la peine de revenir à chaque semaine. On a un petit volet musique parce que la musique inspire l'art, inspire à nous amener à créer. Y a-tu un artiste que tu préfères ou plusieurs artistes que tu aimes en musique? Oui, en fait, moi, j'aime tout. J'aime tous les genres, tous les styles. En début d'année, j'ai découvert LP. LP. Oui, vraiment une chanteuse qui se démarque. J'aime les voix qui se démarquent. J'aime vraiment, c'est ça. Puis elle a un genre qui est vraiment particulier. À elle. À elle. C'est une belle naturelle. J'adore LP. J'adore aussi Zaz. En fait, j'aime les artistes qui ont une simplicité, qui ont c'est ça, une vérité. Une vérité, ouais, des êtres authentiques, comme Zaz et LP. C'est ça, c'est ce qui dégage comme artiste. Je les adore. Niveau littéraire, Oui. y a-t-il quelque chose que tu aimerais nous parler? Un auteur, un livre? Ah, moi, j'adore Bernard Werber. Oui. Oui. C'est un artiste qui se démarque dans son genre littéraire. Il y a quelque chose d'un peu ésotérique dans sa lecture, dans ses livres, en fait, dans ce qu'il écrit. Il y a des univers qui sont vraiment particuliers. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement « Nous, les dieux » de Bernard Werber. J'ai aussi lu son dernier livre qui a écrit, en fait, qui a été publié au mois de janvier. Okay. Là, le titre m'échappe, mais c'est un auteur à découvrir. Oui. Intéressant. Je le connais un petit peu, mais pas tant que ça. Je sais qui il est, mais il a écrit Les Fourmis, il a écrit oui. l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et absolu, oui. Ça, j'avais ça dans ma toilette. Oui, puis c'est plein de petites histoires. C'est vraiment fascinant. Ouais. Il a écrit plein de livres. Et il a son genre. Il a vraiment son genre. Puis, c'est ça, c'est facile à lire. C'est facile. Puis, on se perd dans des univers... en tout cas, qui me plaît, moi, des univers un peu ésotériques, spirituels. J'adore. Dans les enjeux auxquels que tu tenais, oui. Tu nous parles d'anxiété et de stress. Oui. Bien, en fait, j'ai été une grande anxieuse aussi. Okay. Hein, on va partir ça de là. Très timide, très anxieuse. Oui, j'ai un passé où vraiment les cours de Sylva Bergeron en développement personnel ont été très utiles. Et en fait, je suis aussi passionnée, oui, des arts, mais aussi de la psychologie. Et en 2000, en fait, ça va faire 5 ans, en 2014, je suis allée faire une formation en hypnose. À travers ma pratique en hypnose, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, en fait, des clients, pour venir chercher des outils pour mieux gérer le stress. Je fais une parenthèse, oui. Parce que quand on parle d'hypnose, on oui. s'entend que « Ah oui! Tu fais faire la poule à des gens? Tu vas-tu m'hypnotiser? Qu'est-ce que tu vas me faire faire? » Oui. Donc, expliquons en 2 lignes, 30 secondes. C'est 2 mondes. L'hypnose de spectacle, c'est une chose. L'hypnose thérapeutique, c'est complètement autre chose. C'est certain que des personnes qui sont très réceptives avec l'hypnose de spectacle, c'est certain que quand ils vont venir me voir en hypnose thérapeutique, ils vont être très réceptifs. Très réceptifs dans le sens qu'en une rencontre, le travail il peut être fait. Ça peut être vraiment là, one shot. Oui. Une rencontre. Une rencontre. Oui. Mais c'est ça. Vraiment, non. Effectivement, en hypnose thérapeutique, on ne joue pas dans la tête. On ne fait pas dire des secrets qui pourraient être enfouis dans l'esprit. Ou juste personnel. Ou juste personnel. Pas du tout. On va vraiment travailler sur l'objectif que la personne veut travailler, l'objectif qu'elle veut atteindre. Je t'arrête. Je disais personnel, mais ce que je veux dire, c'est que des choses personnelles qui sont comme dévoilées sans notre consentement. Ah oui, en spectacle. Parce que des fois, on
nous fait faire des choses un peu ridicules selon les spectacles. Tu sais, c'est l'image un peu Oui. de ta personne qui est comme, tu sais, ça fait rire les gens, ça fait rire les autres. Donc ici, on va plus parler du personnel au niveau de notre petit enfant pour débloquer des affaires. Exactement, exactement. En hypnose, on va travailler les traumatismes, les phobies, mais c'est ça, mais beaucoup le stress. Parce que justement, c'est un enjeu, je trouve, de société. Le rythme de la vie, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont stressées et on se stresse même. On se stresse pour rien. On est stressé d'être stressé. Ouais. Et l'hypnose est très, très aidant. Donc, au travail, surtout, hein, on est stressé, je pense. Oui, non? Au travail, oui et non. Oui et non. Travail? En fait, j'ai des clients qui sont à la maison, qui sont... non, c'est... Quand on vit des crises d'anxiété, non, je pense pas que ça dépend d'aucune, nécessairement une profession ou un milieu. En fait, c'est vécu, comme tu l'as nommé un petit peu, là, souvent ça vient de l'enfance, ça vient d'un blocage, d'un traumatisme qui a été vécu dans l'enfance. Puis bon, avec le temps, si c'est un traumatisme ou quelque chose qui n'a pas été guéri, ou du moins qui n'a pas été nommé, qui n'a pas été... l'enfant n'a pas été rassuré, sécurisé, ben ça suit. Ça crée des petits murs puis des... Oui, exactement. En fait, ça brime la confiance en soi, entre autres. Ce qui crée de l'insécurité. Parce que moi, je le dis à ma clientèle, un stress, une anxiété, une crise d'anxiété, ben c'est le corps qui réagit à de l'insécurité. De l'insécurité, bien souvent, c'est une insécurité qui n'est même pas dans la réalité. C'est une insécurité, c'est des peurs qui sont générées par des pensées qui génèrent justement l'émotion de peur, et c'est là que la boule dans l'estomac s'installe et elle est difficile à laisser aller. Mais ça m'intéresse beaucoup, puis comment ça fonctionne? Comment on arrive chez toi, puis là, il y a l'espèce de pendule? Non, je ne travaille pas avec un pendule. Non, pas du tout. C'est certain que dans une rencontre, la première partie de la rencontre, ça va être de la jasette avec la personne. Il y a le lien de confiance, en fait, qui est super important. C'est la clé. En fond, c'est la clé d'un travail puis d'un résultat rapide, efficace. Effectivement, oui. Surtout les personnes qui viennent me voir avec troubles anxieux, ils ont besoin de se sentir bien. Alors, c'est la première partie de la rencontre. Elle sert surtout à ça, à bien établir ce lien-là. Puis par la suite, on fait l'hypnose. L'hypnose, c'est vraiment... c'est une transe hypnotique, en fait, c'est un état modifié de conscience dans lequel j'apporte la cliente, le client, par des suggestions. Par des suggestions vraiment de calme. C'est ça, justement, de sécurité. Et la personne s'abandonne vraiment dans cet état-là de tranquillité, de calme. Et dans cet état-là, ben, on a accès au disque dur de l'esprit, qui est l'inconscient. Et on travaille avec le subconscient, que moi j'appelle le maître d'œuvre, l'employé fidèle. Donc, c'est avec lui que je travaille, mais dans l'état justement de relaxation, dans l'état où la personne elle est vraiment bien, elle est calme, elle est détendue, très relaxe. Des fois même, la personne peut s'endormir. Découvrir quelque chose, Geoffrey, c'est mon entrée préférée ici à la Piazzetta. Oui. Ben, mais là, on va nous servir l'entrée du cas. J'espérais bien que tu me fasses goûter à quelque chose, vu qu'on est dans un restaurant. Oui. Ça a l'air super... C'est mon petit dada. En fait, c'est mon dada à moi et à ma fille. Quand on vient, comme je disais, je viens souvent ici manger. Oui. Et c'est notre petit dada. Alors, c'est une entrée qui se partage. Oui. Et ça se partage en déchirant le pain. C'est quand même assez gros, hein? Ouais. Oui. Fait que là, je déchire le pain. On déchire le pain. Ah, le pain est chaud. Il est tout farineux, tout chaud. Puis là, en fait, c'est un pain focaccia. Ça ici. Oui, exactement. On trempe, on mouille d'huile et ensuite... J'ai pas appris une petite... Attends, je vais le séparer comme ça. C'est pas grave. Sinon... Ensuite, on y va dans les petites épices. Là, il y a des l'huile permet aux épices de coller. Des petites épices là, à l'intérieur. Un petit mélange d'épices et de noix. Oui. Savoureux. On goûte. Plein de saveurs. C'est croquant un petit peu. C'est bon. J'avais jamais goûté à ça, par exemple. J'ai goûté avec dedans du vinaigre balsamique et des fines herbes. Pas comme ça. Oui, juste une petite huile d'orphée, si je ne me trompe pas. Et un petit mélange d'épices là, qui sont au menu. Il faut faire attention pour les personnes allergiques. Il y a des petites noix dedans.
Sophie, bon, tu nous as fait découvrir quelque chose. Ben là, c'est à notre tour Ah oui? de te faire découvrir quelque chose, une petite surprise. On va descendre en bas OK. en ski alpin Oh, OK, d'accord. pour te faire, dans la cuisine, un petit roulé alpin. Ça t'intéresse? Oui. Good. Parfait. Ben, on y va. On y va. On y va. D'accord. OK, ça a l'air très, très bon. C'est vraiment, là, Ça va être une belle découverte. Si tu ne connais pas les roulés alpins, c'est encore des petites bouchées qui sont savoureuses. alors, nous avons ici crème sure, Oui. Guacamole, guacamole, arrabbiata. c'est ça, arrabbiata, un petit ça. Puis ici, c'est Une comme petite salsa verde. une salsa verde. Oui. Ça a l'air délicieux. Alors, ben, On y allons-y. va? Eh oui, Mm. je prends ça comme ça. Puis Et là, c'est ça, les petits... comme ça. On dépose, tout simplement. Bon, ben, je vais... Ensuite, un petit peu de arrabbiata. Voilà, puis moi, j'y goûte comme ça. C'est un petit plat, en fait, que ma fille me fait découvrir. Oui, ma fille, elle était vraiment... C'était son plat préféré, les roulés alpins. C'est une découverte de ma fille. Bon Et appétit. depuis, j'adore. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Oui, allez. Bon appétit. Petit. Bon appétit. On est à la croisée des chemins. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est tes projets futurs. Oui. Oui. Quels sont-ils? Bien, dans le cadre de l'hypnose, je suis en pourparlers pour ouvrir un bureau à Bromont. Donc, on va te voir aussi, tes œuvres, on va les voir au marché avec ton toi-même. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Ben, j'ai tendance à dire que tout est toujours parfait. Donc, tout est toujours parfait. Quelle que soit la situation ou l'événement qui va arriver, je considère que C'est une belle phrase.